Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième et dernier épisode de la série sur la quête de sens. Aujourd'hui, je te partage l'une des leçons qui m'a le plus aidé à améliorer mon bien-être, comment revenir dans l'instant présent et apprécier pleinement la valeur de sa vie. Nous allons voir comment te concentrer sur le moment présent pourra t'aider à apaiser tes souffrances et à trouver du sens dans ton quotidien. Si tu passes d'une distraction à l'autre, que tu fuis constamment tes pensées et que chaque instant de ta vie te paraît vide, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre pourquoi l'instant présent est le seul qui compte, comment te détacher de tes pensées négatives, quelle est la fondation du bonheur, pourquoi toute ta souffrance émerge de tes pensées, pourquoi la méditation est le seul outil pour te libérer de ta souffrance, comment utiliser ton attention pour augmenter ton bien-être, pourquoi devrais-tu accueillir la mort dans ton quotidien, pourquoi ton impression d'être un sujet derrière l'expérience est une illusion et comment t'en libérer, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu auras tous les outils nécessaires pour reprendre le contrôle de ton attention et de ton bien-être. Tu seras à même de te détacher de tes pensées, de te libérer de ta souffrance et de trouver un sens dans chaque instant. Pour commencer cet épisode, j'aimerais que tu te demandes ce qui est réel dans ce moment, et encore plus, ce qui a de la valeur dans ce moment, et d'où provient cette valeur. À la première question, tu me répondras sûrement que ce qui est réel en ce moment est l'ensemble des objets, pensées, sensations et perceptions qui défilent sur le champ de ta conscience. Plus précisément, les éléments que tu considères comme réels sont tous contenus dans ton expérience de l'espace et du temps. Tes amitiés sont la conséquence de moments partagés au même endroit, au même moment. Le plaisir de ce cookie n'est possible que parce qu'il se trouve en contact avec tes récepteurs gustatifs. Et pourtant, être dans le même lieu, au même moment qu'une autre personne, ne suffit pas à lui seul à donner du sens ou de la valeur à ton expérience. Après tout, tu partages chaque jour un même point d'espace-temps avec des inconnus, en croisant quelqu'un dans la rue, en t'asseyant à côté d'une personne dans le bus, ou même en étant assis à côté des mêmes personnes durant des années au travail, sans pour autant créer la moindre connexion ou vivre une véritable expérience commune. Ce qui apporte la valeur à une expérience est ton attention. L'attention que tu vas lui porter à ce moment précis dans l'espace et dans le temps. Comme Samaris le dit, la seule coïncidence de l'espace et du temps qui ait du sens, c'est l'attention. L'attention que tu portes à chaque objet qui apparaît dans le champ de ta conscience, à chaque instant, et ce qui lui donne sa valeur. Le temps passé avec quelqu'un n'a aucune valeur, à moins que tu lui donnes ton attention. Et c'est d'ailleurs marrant de voir des amis prendre le temps de se réunir, au même endroit, pour finalement être sur leur téléphone. Après tout, lorsque tu es sur ton téléphone, sur Twitter ou Instagram, l'endroit auquel tu te trouves physiquement n'a plus aucune importance. Que tu sois entouré d'amis, seul chez toi ou dans le métro, ne change rien à la valeur de ton expérience, puisqu'à ce moment-là, ton attention est portée sur cet endroit et ce moment digital. Et c'est exactement pareil si tu es perdu dans tes pensées. Après tout, lorsque tu es perdu dans tes pensées, ton attention dérive ailleurs, vers un autre lieu, un autre moment. Tu penses peut-être à ce qui t'arrivera demain au boulot, à tes prochaines vacances, à ce que tu feras une fois tes amis partis, ou de façon presque ironique, à ce que vous ferez la prochaine fois que vous vous reverrez. Prends un instant pour en mesurer les implications. Le seul lieu, le seul moment qui compte vraiment, ce sont ceux sur lesquels tu poses ton attention. Chaque fois que tu te perds dans le passé ou que tu t'égares dans l'anticipation du futur, tu te prives du seul moment qui compte réellement, l'instant présent. Alors apprends à revenir ici, maintenant, à porter pleinement ton attention sur cet instant, à cet endroit précis. Pense à un lieu que tu aimes. Ce peut être un musée, un restaurant, une forêt, une œuvre d'art ou même ta chambre d'enfant. Un endroit dont la disparition t'attristerait profondément. Et demande-toi, qu'est-ce qui donne à ce lieu sa valeur? Pourquoi a-t-il une importance particulière pour toi? Et la réponse est simple. Cet endroit a une valeur proportionnelle à l'attention que tu lui accordes. Tu aimes le contempler, le toucher, le ressentir, ou simplement y penser. Prends conscience alors que le plaisir que tu y trouves ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans ton esprit. Plus précisément, dans l'expérience consciente née du fait que tu portes ton attention sur cet objet. C'est là toute la valeur d'une pratique comme la méditation. Elle t'apprend à diriger, puis à maîtriser la seule chose qui compte vraiment, ton attention. Afin que tu puisses la rediriger lorsqu'elle est happée par des pensées négatives, par la souffrance, la peine, l'inquiétude ou la peur. Pour que tu puisses choisir ce qui a de l'importance pour toi, au lieu de te laisser entraîner passivement par ce qui brille le plus fort dans l'instant.
Et cela nous ramène à l'essentiel, l'importance de ramener ton attention vers le moment présent. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment qui compte vraiment. Le passé ne peut être changé et le futur que tu imagines ne se déroulera probablement jamais comme tu l'imagines. Le seul moment dans le temps qui compte, le seul qui a une réelle importance, le seul qui permet de faire un changement, est le moment présent. La majorité d'entre nous prenons tout juste le temps d'apprécier ce pourquoi nous avons travaillé si dur, ce que nous avons attendu si longtemps d'avoir, une fois que nous l'avons obtenu. Cette bière que tu as attendu toute la journée de partager avec tes amis à la terrasse d'un bar, elle est la meilleure bière du monde à tes yeux, jusqu'au moment où tu la goûtes. Immédiatement après, ton esprit se remet à courir dans le futur, à sauter de pensée en pensée, et maintenant cette bière, que tu as tant attendue, a ironiquement perdu toute son importance. Nous passons nos journées à sacrifier notre temps et notre attention dans le but d'obtenir quelque chose. Et à peine l'avons-nous obtenu, que déjà, notre esprit se projette vers autre chose, sans même avoir pris le temps et l'attention nécessaires à la pleine appréciation de ce pourquoi nous avons travaillé. Et comme ça nous enchaînons, d'un désir à l'autre, entraînés dans une quête sans fin et sans satisfaction, tout au long de laquelle la seule valeur de l'objet est trouvée dans l'attention que l'on porte à son absence. Une métaphore de Samaris illustre parfaitement ce point et permet de réaliser l'ironie et la stupidité de la situation dans laquelle nous nous trouvons quotidiennement avec notre attention. Imagine que ta maison prenne feu. Tu te réveilles au milieu de ton salon en flammes, tu as tout juste le temps de prendre un objet avant de fuir dehors. Que vas-tu prendre? La montre de ton grand-père, l'album photo familial, ton ordinateur avec tout ton travail, ou le Picasso qui est accroché sur le mur. Alors qu'est-ce que tu vas prendre? Après tout, tu es limité. Tu ne peux pas mettre beaucoup de choses dans tes deux mains, et réalise que tu es constamment dans cette situation. À chaque instant, tu dois décider de ce qui a de l'importance pour toi, de ce sur quoi tu vas porter ton attention. Et comme tes deux mains, ton attention est limitée. Il n'y a qu'un nombre limité d'éléments à chaque instant que tu peux décider de sauver. Et pourtant, la majorité du temps, nous nous laissons entraîner par nos pensées inutiles, voire même déprimantes ou anxiogènes. C'est comme si après être sorti de l'incendie, tu te rendais compte que parmi tous les objets de valeur que tu aurais pu sauver, tu as pris une bougie entamée, une chaussette et le sopalin. Et c'est précisément ce à quoi ressemble la majorité des choses sur lesquelles tu portes ton attention au quotidien. C'est à ça que ressemble la rumination, ou le fait de s'inquiéter par rapport au futur, ou le fait de s'embrouiller avec un ami, la comparaison avec les autres, la jalousie, les regrets, l'envie. Sans une pratique méditative, tu es condamné à ruminer, à être effrayé, incertain, malheureux, envieux, jaloux, colérique ou impulsif, sans même avoir la possibilité de choisir ce à quoi tu accorderas de l'importance dans ta vie. Et seule une pratique de mindfulness t'offre la possibilité de choisir ce que tu vas sauver de l'incendie, ce sur quoi tu vas te concentrer pour ce moment. Mais avant de passer aux différentes pratiques méditatives qui te permettront de sauver l'œuvre d'art de l'incendie, j'aimerais que l'on discute du fonctionnement de notre attention. Pour la plupart des gens, la plupart du temps, l'attention fonctionne selon deux modes. Le premier mode dépend de l'intensité du stimulus. Plus un stimulus est intense, plus il attire l'attention. Si tu entends un coup de sifflet ou un coup de feu, ton attention est automatiquement tirée vers cet événement. De la même manière, si quelqu'un te pince, te caresse ou t'embrasse le cou, tu n'as pas d'autre choix que de porter ton attention sur ces sensations. Alors peu importe la nature du stimulus, que celle-ci soit négative ou positive, ce qui détermine à quel point ton attention est tirée vers celui-ci est son intensité. Le deuxième mode de l'intention se déroule lorsque le stimulus extérieur manque d'intensité. Ton attention se met alors à générer ses propres stimuli. Elle active des schémas de pensée familiers et retombe dans ses vieilles habitudes de pensée. Cela peut prendre la forme d'une anticipation anxieuse du futur, d'une rumination pleine de regrets sur un événement passé, d'un état de rêverie plaisant dans lequel tu fantasmes sur une situation future, parfois irréaliste et imaginaire, ou même d'un souvenir nostalgique d'un temps révolu. Et ne te leurre pas, tu peux être perdu dans tes pensées, même lorsque tu portes ton attention sur le moment présent. Par exemple, lorsque tu essayes d'analyser ou de comprendre la situation dans laquelle tu te trouves, ou lorsque tu portes un jugement positif ou négatif sur celle-ci. Ainsi, par défaut, ton attention est soit tirée par les stimuli les plus intenses provenant de ton environnement, et en cas d'absence de telle stimulation, alors celle-ci est tirée vers l'intérieur par des pensées sur le passé, le présent ou le futur. Et la méditation est le seul outil dont tu disposes pour choisir ce que tu vas faire de ton attention. Le seul outil qui te permet de rediriger ton attention vers ce qui compte, vers tes sensations et tes perceptions, afin de les ressentir plus profondément, ici et maintenant.
Le seul outil qui te permet de t'asseoir pleinement dans l'expérience présente est de regarder les pensées qui apparaissent comme des nuages sur le ciel de ta conscience, sans les laisser assombrir ton expérience. Tu seras alors à même d'identifier tes habitudes de pensée, les narratifs dans lesquels tu t'emprisonnes et les croyances qui viennent colorer tes perceptions. Demande-toi quelle proportion de ta souffrance est la conséquence de penser sur un événement passé, présent ou futur. Quelle est la proportion de pensées qui te rendent heureux, qui te dirigent vers une vision plus positive de toi-même et du monde? Je pense que ce nombre est très bas, voire nul. Comme l'a dit Jonathan Safran Foer, la pensée a-t-elle jamais fait quelque chose pour moi? M'a-t-elle une seule fois mené en un lieu splendide? Je pense et je pense encore. La pensée m'a éloigné du bonheur 1 million de fois, et pas une seule fois, elle ne m'y a mené. Alors demande-toi, combien de fois tes ruminations à propos d'un événement passé ont-elles permis de changer les choses pour le meilleur? Combien de fois tes pensées anxieuses sur un événement futur ont-elles réellement anticipé ce qui allait se passer et ont été utiles? Pour ces deux réponses, encore une fois, je suppose que la réponse est proche de zéro. Et c'est marrant de voir comment nous passons notre temps à être distraits par des pensées sur des événements qui n'auront jamais lieu. Tu passes des heures à imaginer la meilleure réponse à une dispute qui a eu lieu il y a plus de 10 ans, alors même que cette personne a disparu de ta vie. Tu t'imagines avoir agi différemment lorsque tu as séché les cours, lorsque tu as trompé ta copine, ou que tu as bu le verre de trop. Ou alors, tu imagines ce que tu vas devoir dire à la caissière lorsque ce sera ton tour. Ou bien encore, tu imagines tous les scénarios possibles lorsque tu reçois un « il faut qu'on parle » de ton partenaire. Mais est-ce que tout cela est réellement utile? Et même si tu penses que cela te prépare pour une future situation, les bénéfices de la préparation sont-ils proportionnels au temps investi dans ces ruminations? Je doute que ça le soit. C'est comme si tu vivais constamment avec un maniaque derrière toi, en train de jacasser dans tes oreilles. Tu es cette personne pour toi-même, et le seul outil que tu as pour calmer le bruit de ce maniaque est la méditation. C'est la seule manière que tu as d'apprendre à rompre l'identification avec ce bruit constant et insensé. La seule manière que tu as d'arrêter de sauter de wagon en wagon sur le train de tes pensées. Comme l'a dit Sénèque, il y a plus de choses susceptibles de nous effrayer que de nous écraser. Nous souffrons plus souvent en imagination que dans la réalité. Alors entraîne-toi à remarquer ces pensées, à remarquer lorsque tu t'es laissé entraîner par celles-ci dans une souffrance inutile et insensée. Romps l'identification avec celle-ci, reviens dans le présent, ici et maintenant. Et l'instant suivant, tu seras de nouveau perdu. Ce n'est pas grave, recommence, encore et encore, continue de ramener ton attention dans le présent. Et au début, tu trouveras peut-être ça fatigant, tu n'auras pas envie de refaire encore et encore cet effort. Mais ce qui semble être un effort au début n'a pas besoin de l'être. Ce sentiment d'effort n'est qu'une pensée supplémentaire à laquelle tu t'es attaché. Et au fur et à mesure de ta pratique, ce sentiment d'effort s'estompera, et ce sera similaire au fait de se réveiller d'un rêve. Réalise aussi qu'à chaque instant, quoi que tu fasses, tu entraînes ton attention à faire quelque chose. Et lorsque tu es perdu dans tes pensées, tu entraînes ton attention à t'identifier avec celle-ci, à les réclamer comme moi, et en conséquence, à te faire souffrir inutilement. Peu importe ce que tu fais de ton attention, que tu la contrôles consciemment ou inconsciemment, tu l'entraînes à faire plus de cette chose. La seule possibilité que tu as d'entraîner ton attention vers quelque chose qui augmente ton bien-être et réduit ta souffrance est de l'entraîner à rompre l'identification avec tes pensées et à revenir dans l'instant présent. L'effort et la frustration éprouvés au début de la pratique paraissent minimes comparés à la misère, à la colère, à l'envie, au regret ou à la jalousie que tu vivras autrement. Tu peux entraîner ton attention lors de pratiques quotidiennes formelles de méditation, où tu prends 10, 15, voire même 30 minutes pour ne faire que ça, pour travailler uniquement cette capacité, et prends conscience que chaque instant est une occasion d'entraîner cette capacité, ne serait-ce que pour un instant. Dès que tu as l'occasion, romps l'identification avec tes pensées et reviens dans le moment présent. Au début, tu sortiras peut-être de tes pensées seulement 2 fois par jour, pour quelques secondes à peine, avant d'y replonger. Et c'est déjà ça. Plus tard, ce sera 5 fois, puis 10. Et petit à petit, tu auras entraîné cette capacité et tu verras à quel point elle peut alléger ton quotidien et amplifier ton bien-être. N'oublie pas, c'est l'attention que tu portes à chaque instant qui lui donne sa valeur. Tu peux donc enrichir chaque moment de ta vie, simplement en lui offrant un peu plus de présence. Nous allons maintenant voir les différents styles de méditation, comment tu pourrais les incorporer à ton quotidien et les bénéfices qu'ils t'apporteront. Je commencerai par te présenter la plus connue d'entre toutes, la méditation de pleine conscience ou mindfulness. Cette pratique
généralement faite les yeux fermés, bien que ce ne soit pas nécessaire, consiste à porter une attention délibérée sur un objet précis comme la respiration, les sensations du corps, les émotions ou les pensées une fois que l'on a de l'expérience. Le but est simplement de les accueillir, de les regarder apparaître et disparaître dans ton paysage conscient, sans s'y accrocher, sans les rejeter. Et lorsque tu te rends compte que tu t'es laissé emporter par tes pensées, ramène simplement ton attention sur l'objet de départ, sans jugement, puisque tout jugement n'est rien d'autre qu'une nouvelle pensée entraînant ton attention. Lorsque tu te sentiras frustré, agacé ou calme et détendu, observe ces sensations pour ce qu'elles sont, un objet sur le champ de ta conscience. Aussi négative et frustrante que soit la pratique, accueille sans jugement ce qui émerge et regarde-le disparaître. Et cela peut sembler contre-intuitif, mais tu dois faire la même chose avec les états positifs. Le but n'est pas de se maintenir dans un état de détente, de s'accrocher à une sensation de calme et de paix intérieure. Autrement, tu te laisses simplement entraîner par une pensée, bien que plaisante. Encore une fois, le but est de regarder les objets qui apparaissent et disparaissent sur le champ de la conscience, sans essayer de les faire durer ou de les écourter, peu importe leur intensité et leur agréabilité. Il s'agit de la pratique méditative la plus étudiée, et les études ont montré de nombreux bénéfices. Une pratique quotidienne de mindfulness permet de réduire les émotions négatives et d'augmenter les émotions positives. Elle permet notamment de réduire les symptômes dépressifs et anxieux. Elle permet aussi de réduire la pression sanguine et les niveaux de cortisol et d'améliorer le système immunitaire. Au niveau de la personnalité, elle permet au long terme une réduction du trait de névrotisme qui comprend les émotions négatives et peut être vue comme notre sensibilité aux menaces dans l'environnement. Elle permet aussi une augmentation du trait ouverture aux expériences qui englobe la créativité et l'attrait pour l'art et les idées abstraites. Elle permet aussi une augmentation de l'évaluation de son bien-être quotidien. Elle permet d'augmenter la régulation des émotions et des comportements, notamment des comportements addictifs. Elle permet aussi de ressentir des émotions positives, même en présence de la souffrance. La pratique d'une forme de méditation appelée Metta Bhavana permet aussi d'entraîner ta compassion, d'augmenter ton empathie et de répondre plus positivement à la souffrance. Metta, en pali, signifie bienveillance ou amour inconditionnel, et Bhavana veut dire cultiver ou développer. La méditation Metta est donc une pratique de développement de l'amour bienveillant envers soi-même et envers les autres. Concrètement, cette méditation consiste à générer des sentiments sincères, de bienveillance et de douceur, d'abord pour soi, ensuite pour un proche, une personne neutre, puis une personne avec qui nous avons des difficultés, et enfin pour tous les êtres vivants. Néanmoins, je trouve qu'il est parfois plus facile de commencer par une personne que l'on aime plutôt que par soi-même. La pratique est assez simple et consiste à visualiser la personne à qui l'on souhaite envoyer nos bonnes intentions, tout en récitant des phrases simples comme puisses-tu être heureux, puisses-tu être en sécurité, puisses-tu être en paix. Je sais que dit comme ça, cela peut paraître ridicule, mais le but de la pratique est de se servir de ces phrases pour déclencher un sentiment de compassion, un souhait profond que l'autre soit libéré de toute souffrance. Une fois que celui-ci émerge, continue la pratique en te concentrant pleinement sur ce sentiment, en le laissant grandir et s'étendre en toi. Et crois-moi, tu seras surpris par la quantité d'amour et de compassion que tu peux ressentir. Cette pratique te permet de retrouver de la gratitude pour les personnes qui t'entourent et pour le monde en général. C'est l'antidote à la rancune, le ressentiment, la jalousie, la colère, la fierté et l'envie. La dernière forme de méditation que je vais te présenter est la méditation non dualiste. C'est une pratique profondément enracinée dans certaines traditions bouddhistes comme le Dzogchen ou l'Advaita Vedanta en Inde. Elle ne cherche pas à modifier l'expérience, mais à voir à travers l'illusion de la séparation entre soi et le monde. Contrairement à d'autres formes de méditation comme la pleine conscience, la méditation non dualiste ne repose pas sur un effort de contrôle ou de focalisation. Elle propose une observation ouverte, sans centre, sans sujet qui observe ni objet observé. Cette pratique ne demande aucun effort de concentration, il ne s'agit pas de diriger son attention sur un objet particulier, mais de laisser tout apparaître dans l'espace de la conscience, sans interférence. Cette pratique permet d'observer que le sentiment d'un sujet qui observe l'expérience n'est rien d'autre qu'une expérience supplémentaire dans l'espace de la conscience. Avec l'entraînement, l'identification avec un sujet séparé de l'expérience se défait. Pour t'aider, tu peux essayer de retourner l'attention sur elle-même afin d'observer le penseur des pensées, le sujet derrière l'expérience. Et la réalisation de son absence entraînera sa dissolution. La pratique ne cherche pas à atteindre un état particulier, mais à reconnaître la nature de la conscience elle-même
qui est déjà libre, clair et illimité. Au lieu de chercher une vérité future ou une libération lointaine, on réalise que le moment présent contient déjà ce qu'on cherche. On se contente de voir. Voir que toutes les pensées, toutes les sensations apparaissent dans un même espace. Et que dans cette ouverture, quelque chose de fondamental se révèle. Il n'y a pas de moi distinct qui vit l'expérience. Et avec cette révélation, vient la découverte de la nature même, de la conscience. Personnellement, pour méditer, j'utilise Waking Up, une application développée par Samaris. Et honnêtement, je pense qu'il s'agit de l'application la plus utile que j'ai sur mon téléphone. On y trouve à la fois des pratiques de méditation guidées par de nombreux enseignants, issus de traditions variées, mais aussi des leçons théoriques, des réflexions sur la vie et des podcasts avec des invités venus d'horizons très différents. L'abonnement coûte 20 € par mois ou 130 € à l'année, mais Samaris tient à rendre l'application accessible au plus grand nombre. Tu peux donc faire une demande directement sur le site pour obtenir un abonnement à tarif réduit ou même totalement gratuit, sans aucune justification. La demande est traitée en quelques jours et tu auras alors accès à l'intégralité de l'application. L'accès gratuit dure plusieurs mois et tu peux renouveler ta demande autant de fois que nécessaire avec le même compte. L'équipe de Waking Up travaille actuellement à la traduction automatique des contenus dans plusieurs langues, mais pour l'instant, tout est en anglais. Cela dit, les méditations suivent un anglais très simple avec des phrases courtes, rarement plus d'une à la suite, donc peu importe ton niveau, tu pourras les suivre sans difficulté. Personnellement, j'utilise généralement les méditations quotidiennes proposées par Samaris, qui changent tous les jours. Au début, il y a aussi une introduction d'1 mois à la méditation, avec chaque jour une pratique et une leçon. Au début, les pratiques sont très courtes, seulement 5 minutes, et peu à peu elles augmentent jusqu'à 10 à 15 minutes. Ce cours est idéal pour avoir une vue d'ensemble des différentes techniques et prendre l'habitude de méditer quotidiennement. Les liens de l'application et du site pour faire la demande d'abonnement réduit sont en description. Parlons maintenant du pouvoir de nos pensées. Nous sommes constamment emportés par nos pensées. Nous sautons d'un wagon à l'autre, d'une pensée à la suivante, sur ce train imaginaire. Et rarement, ce train nous mène vers une destination heureuse. Une expérience que tu as sûrement dû avoir est celle de marcher en étant conscient des mouvements de ton corps, des feuilles agitées par le vent et de l'odeur des pins qui t'entourent. Et soudainement, une pensée émerge et tire ton attention. Te voilà plongé dans un monde imaginaire, à ressentir toutes les émotions qui l'accompagnent, bien trop souvent négatives. Et puis 10 pas, 100 pas, 1000 pas plus tard, tu en ressors. Tu es de retour avec la réalité, comme si tu t'éveillais d'un rêve, pour te rendre compte que tout cela n'était rien d'autre que le produit de ton imagination. Et l'instant d'après, une nouvelle pensée émerge. Te voilà reparti pour un autre voyage dans un monde imaginaire, jusqu'à ton prochain réveil. Et seule une pratique de mindfulness peut t'aider à sortir de ces univers mentaux, souvent peuplés de malheurs et de catastrophes. Une vieille histoire de la tradition zen illustre parfaitement ce phénomène. C'est l'histoire d'un ermite qui vivait seul dans une grotte. Cet ermite était aussi un artiste, et pendant des années, il a peint un tigre sur les parois de la grotte. Il y a mis tout son art, tout son soin, jusqu'à ce que le tigre paraisse plus vrai que nature. Et quand il a enfin terminé son œuvre, il a reculé de quelques pas pour la contempler et a pris peur. Et c'est exactement ce que nous faisons tous, sans cesse. Quand nous sommes perdus dans nos pensées, c'est comme si nous fixions le tigre que nous venons de peindre. Nous créons tous ces mondes imaginaires avec le pinceau de notre esprit et ressentons pleinement ce qu'ils nous font vivre. Nous réagissons exactement comme l'artiste devant son tigre. Nous sommes anxieux, effrayés, énervés, excités, impatients, voire même surpris par le tableau que nous peignons. Après tout, on passe notre vie à essayer de changer notre expérience consciente, à essayer de l'améliorer, de l'amener vers des endroits plus plaisants. Regarde combien de temps et d'énergie tu utilises pour fuir la douleur et aller vers le plaisir. Samaris utilise une métaphore pour décrire cela que je trouve particulièrement utile. Je cite. Considère un moment toute l'énergie que tu mets à poursuivre le plaisir et à fuir la douleur. Réalise que la roue d'hamster dans laquelle tu te trouves tourne sans relâche. Et regarde si tu peux en descendre pour un instant. Juste pour un instant, accepte ce qui apparaît dans ta conscience avec une totale équanimité. Et si tu peux le faire maintenant, réalise que tu peux le faire à n'importe quel moment. Fin de la citation. Le sentiment de soi est ce que ça fait de traverser chaque moment sans reconnaître l'émergence de la prochaine pensée. Et la majorité, si ce n'est la totalité de notre souffrance, vient de ce processus. La souffrance qui émerge de nos relations aux autres, de notre carrière, de notre passé, de notre futur, et même de la douleur, passe par nos pensées. La douleur et la souffrance sont deux choses différentes. La souffrance émerge de notre résistance à celle-ci,
de notre peur et de notre anxiété du prochain moment de douleur, mais aussi de notre peine, de notre tristesse et de notre ressentiment envers notre souffrance et ses causes. Et malheureusement, se débarrasser de ces pensées n'est pas une option, ni même une option souhaitable, car n'importe quel choix intelligent est aussi le produit de tes pensées. Toutes les choses qui t'entourent, ta culture, tes habits, ton téléphone portable, la plateforme depuis laquelle tu écoutes ce podcast, tes relations avec les autres, tout ça est le produit de pensées. Mais la méditation est l'outil qui te permet de te détacher de celles-ci lorsqu'elles ajoutent une souffrance inutile, qui te permet de limiter leurs impacts négatifs. À chaque instant, elle te donne la possibilité de rompre avec la souffrance, ne serait-ce que pour un instant. Et si tu peux le faire maintenant, tu peux le faire pour l'instant suivant. Et tant que tu n'as pas développé cet outil, tu vis à la merci de la prochaine pensée qui émergera. C'est ta seule alternative, ton unique chance de pouvoir faire un choix. Alors si tu souffres, regarde attentivement cette souffrance. D'où vient-elle? De quoi s'agit-il? Que devient-elle à chaque moment? Comment est-elle changée par les pensées qui apparaissent et disparaissent? Prenons un exemple que donne Joseph Goldstein. Imagine-toi au cinéma, tu regardes un film et tu es totalement absorbé par ce qui se passe à l'écran. À ce moment-là, le contenu de ta conscience est le film. Tu n'es plus seulement en train de le regarder, c'est comme si tu étais dans le film, immergé dans l'action, les émotions et les personnages. Et puis soudain, tu réalises. Tu es assis dans une salle sombre, face à un écran. Ce que tu vois n'est en réalité qu'une série d'images projetées sur une toile blanche. Prends du recul, tu redeviens spectateur. C'est exactement ce qui se passe quand tu émerges du flot de tes pensées. Tu romps l'identification avec elles. Elles ne sont plus toi, mais simplement une succession d'images mentales, de sons, de sensations, qui apparaissent et disparaissent dans le champ de ta conscience. Nous pouvons néanmoins nous servir de nos pensées pour changer notre vision et nos sentiments par rapport à une situation. En effet, nous sommes à même de recontextualiser les événements négatifs qui nous arrivent afin de les tourner en quelque chose de positif. Par exemple, si tu es bloqué dans les bouchons en plein été, la chaleur et le bruit des klaxons te font perdre patience et tu commences à sentir la colère monter. À ce moment-là, une pratique de mindfulness peut te permettre d'observer la colère apparaître, disparaître rapidement. Seulement à la seconde où ton attention est attirée vers tes pensées, la colère ressurgit. Tu dois recommencer encore et encore. Une autre méthode, plus efficace dans ce cas-là, est de redéfinir la situation. Tu peux te dire que cet embouteillage est l'occasion d'écouter un podcast, et comme ça, la colère s'efface pour de bon. C'est l'un des principaux enseignements des stoïques, alors prends l'habitude de recontextualiser les événements négatifs afin de t'en détacher. Une autre pratique qu'ont les stoïques est ce que William Irvine appelle la méditation de visualisation négative. Le but de cette méditation est de prendre du temps pour visualiser un événement négatif qui pourrait se produire. Par exemple, si tu es en bonne santé, tu peux imaginer ce que cela fait d'avoir un cancer et d'être en chimiothérapie. Et lorsque tu ouvriras les yeux, tu ressentiras ne serait-ce que pour quelques instants un sentiment de gratitude pour ta bonne santé. Cette pratique est un moyen de nous rappeler la valeur des choses que nous prenons pour acquises. Elle fonctionne particulièrement bien dans le cadre de relations, puisque l'on a tendance à les prendre pour acquises. Visualise un de tes proches dans ton esprit, que ce soit une photo, son sourire ou son odeur, et ensuite, imagine ce que ça ferait de le perdre. Ressens pleinement son absence. Et la prochaine fois que tu verras cette personne, tu ne pourras t'empêcher de sourire, car tu ressentiras la chance que tu as d'avoir cette personne dans ta vie. Mais le but de cette pratique n'est pas de ruminer sur ce qu'il pourrait arriver, ni de rester bloqué sur cette pensée. Le but est de se servir de cette pensée momentanément pour te rappeler la valeur des gens qui t'entourent. Cette pratique ne doit pas devenir une source d'anxiété, elle doit simplement servir à changer ton cadre d'interprétation afin de te rappeler la valeur des choses que tu prends pour acquises. Tu peux aussi te servir de cette technique lorsque tu es pris dans un événement négatif. Imagine que tu as un problème d'eau chez toi. L'eau est coupée et plus rien ne coule des robinets. Cette situation ne manquera pas de t'agacer. Mais à ce moment-là, réalise à quel point ce serait pire d'avoir de l'eau qui coule là où tu n'en veux pas, comme de ton plafond. Une telle réalisation te permettra de faire disparaître la colère et la frustration, et même d'avoir un sentiment de gratitude pour le fait que les choses ne soient pas pires. Tu peux être sûr d'une chose, tu rencontreras des obstacles sur lesquels tu n'auras aucun pouvoir. Mais cette technique te permet de ne pas laisser ces obstacles définir la manière dont ils t'impactent. Bien que contre-intuitif, les stoïques insistent qu'utiliser des visualisations négatives quotidiennement n'augmente pas l'anxiété, mais permet de la réduire et d'éviter les regrets.
puisque cette pratique permet d'apprécier pleinement la vie que tu as. Nous cherchons tous une certaine stabilité. Nous voulons anticiper les événements afin de ne pas être surpris. Nous espérons qu'il y aura un jour où nous aurons résolu tous nos problèmes, où nous atteindrons un état d'homéostasie. Mais cette stabilité est un mythe, puisque tout ce qui a la nature d'apparaître est voué à disparaître. Ironiquement, la seule véritable stabilité, la seule constante dans notre univers, c'est le changement lui-même. Et comme nous allons le voir plus loin dans l'épisode, tu n'échappes pas à cette vérité. Tu n'existes pas comme une entité stable qui regarde l'eau s'écouler depuis la berge. Tu es ce changement. Cette stabilité est une illusion qui te pousse à t'accrocher à ton expérience, à essayer de remonter à contre-courant. Mais tous ces efforts sont vains. Ils ne peuvent t'apporter que de la souffrance. Alors prends un instant pour réaliser pleinement la vraie nature des choses. Ferme les yeux et observe tes pensées apparaître et disparaître, sans essayer de les changer ou de t'y accrocher. Reconnais pleinement la vraie nature changeante de ton expérience. J'aimerais maintenant te proposer une petite expérience de pensée. Imagine que tu marches sur un sentier. À 500 mètres de là se trouve une falaise. Cette falaise représente la mort et nous allons tous en tomber. Que tu le veuilles ou non, tu es déjà en train de marcher dans sa direction. Nous le sommes tous. Alors pose-toi cette question. Préfères-tu marcher les yeux rivés sur tes pieds, en faisant semblant qu'il n'y a rien au bout? Ou choisis-tu de regarder cette falaise droit dans les yeux, de reconnaître pleinement son existence et d'accepter qu'elle fait partie du chemin? Ne crois-tu pas que ta manière de marcher changerait si tu prenais vraiment conscience de la falaise qui t'attend au bout du chemin? Que tu verrais les paysages qui t'entourent d'un autre œil, que chacun de tes pas aurait une saveur différente, plus plaisante, que le moindre pas serait précieux? Peut-être que tu voudrais ralentir un peu, prendre le temps de t'arrêter et de sentir cette fleur, d'écouter le chant des oiseaux. Peut-être que tu prendrais le temps de suivre ce petit détour et que t'aimerais avoir des discussions différentes avec les gens qui t'accompagnent. Après tout, une fois que tu sais qu'il y aura un nombre fini de pas, tu es forcé d'apprécier leur valeur. Et si t'allais plus loin et que tu considérais que chacun de ces pas pouvait être le dernier, ne deviendrait-il pas inestimable? La mort est un acide qui dissout la complexité de ta vie pour en faire ressortir l'essentiel. Après tout, regarder la mort dans les yeux te force à changer tes comportements. Comme moi, peut-être que tu arrêteras d'accorder autant d'importance à des choses insignifiantes, comme se faire couper la route ou ruminer sur un événement passé. Et comme moi, peut-être que tu remettras de l'ordre dans tes priorités, que tu ne passeras plus autant de temps sur les réseaux, que tu apprécieras pleinement la chance de partager un moment avec quelqu'un. Ces études ont d'ailleurs observé les bénéfices apportés par la réalisation de sa propre mortalité. Les participants qui ont pensé à la réalité de leur mort ont déclaré que cela était extrêmement stressant au court terme, mais que cela leur a permis de changer la façon dont ils abordaient leur vie, et à augmenter leur bonheur, leur empathie, et à réduire leur stress au long terme. Nous vivons en dépit du fait que nous allons mourir. Comme Ernest Becker le dit, nous vivons dans le déni de notre propre mortalité. Au fond, nous vivons dans une étrange situation. C'est comme si nous avions déjà sauté de la falaise. Nous savons que tôt ou tard, nous toucherons le sol. On aime se dire que l'impact est encore loin, mais en vérité, le sol pourrait être bien plus proche qu'on l'imagine. Alors on fait tout pour oublier cette sensation de chute libre, et nous sommes terrifiés à chaque fois que la vie nous rappelle cette réalité. Tous les plaisirs que nous expérimentons peuvent sembler vides de sens une fois que l'on réalise que l'on va mourir, que tout a une fin. Mais on peut retourner cette logique et trouver dans la mort un embellisseur de notre quotidien, de nos plaisirs. Nous pouvons commencer à faire les choses parce que nous allons mourir, au lieu de les faire malgré notre mortalité. Nous pouvons nous servir du goût amer de la mort pour augmenter la saveur de notre vie. Nous pouvons embrasser pleinement l'impermanence de notre univers et se rendre compte que c'est précisément cela qui donne de la valeur à chaque moment de notre existence. En accueillant pleinement la vérité de l'impermanence, tu peux enfin toucher la réalité de ta vie. Tu as la chance de pouvoir faire ce dont tu as envie maintenant et d'apprécier pleinement cette activité, précisément parce qu'elle va se finir. Alors rappelle-toi que chaque moment est unique, irremplaçable et éphémère, et apprécie la valeur qu'une telle prise de conscience ajoute à ce que tu fais. Comme l'a dit Thich Nhat Hanh, pour vivre, nous devons mourir à chaque instant. Nous devons périr encore et encore dans les tempêtes qui rendent la vie possible. Alors j'aimerais que tu penses à une tâche désagréable que tu fais souvent, une corvée, une réunion ennuyeuse, un trajet dans les bouchons. Et maintenant réalise ceci. Un jour tu la feras pour la dernière fois. C'est marrant la saveur qu'ajoute une telle réalisation à la corvée. Alors plonge dans cette sensation, accueille-la pleinement et réalise qu'un jour, même cette corvée te manquera. Maintenant, pense à une activité plaisante que tu fais quotidiennement
et que tu sais que tu n'apprécies pas suffisamment sur le coup. Ça peut être des discussions avec un ami, un repas en famille ou une série que tu regardes, et réalise qu'un jour aussi, tu la feras pour la dernière fois. Il y aura une dernière discussion avec ton meilleur ami, un dernier repas de famille, une dernière blague de ton père, un dernier épisode à ta série préférée. Incorpore la leçon que porte cette réalisation. Sois présent pour chacun de ces petits moments, car il y en aura un dernier. Et lorsqu'il arrivera, tu ne sauras certainement pas que c'était le dernier, que c'était la dernière fois que tu voyais tes parents, que c'était la dernière fois que tu embrassais ta copine. Donc promets-toi une chose, d'être présent, mais pas uniquement dans le sens d'être là physiquement, mais de leur accorder ta pleine attention pour le prochain moment. Comme a dit Simone Veil, l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Je te propose de faire encore une fois une petite expérience de pensée. J'aimerais que tu prennes quelques instants pour penser à toutes ces choses que tu feras un jour pour la dernière fois. Oui, un jour ta vie prendra fin, et alors tout s'arrêtera. Mais ce n'est pas à ce jour-là que je fais référence. Pense plutôt à ces fins silencieuses, à ces dernières fois qui se glissent dans le cours de ta vie, sans prévenir. Pense au dernier repas que tu auras avec tes parents, au dernier câlin avec ta mère, au dernier rire que tu auras avec ton frère ou ta sœur, à la dernière dispute que tu auras avec ton partenaire, à la dernière bière avec ton meilleur ami, à ton dernier cours, à ton dernier examen, ou encore à la dernière fois que tu prendras le trajet pour rentrer chez toi. Et pour la plupart de tes actions, tu n'auras pas conscience au moment où tu les fais que tu les fais pour la dernière fois. Personnellement, je jouais au tennis avant, et lors de mon dernier service, j'étais loin d'imaginer qu'il s'écoulerait plusieurs années avant que j'en refasse un, si même un jour j'en refais un. Alors demande-toi, quand est-ce que ce sera la dernière fois que tu verras ta mère sourire, ou alors que tu mangeras un de ses plats? Quand viendra ce soir où tu liras, sans le savoir, la toute dernière histoire du soir à ton enfant? Quand verras-tu tes collègues de boulot pour la dernière fois? Observe comme cette prise de conscience vient sublimer la valeur de chaque moment du quotidien. Même les événements négatifs prennent une saveur plaisante et poignante. Imagine que tu es parent, et plusieurs fois par nuit tu es brutalement réveillé par les cris de ton bébé. Et maintenant, malgré l'agacement et la frustration, réalise qu'un jour tu te lèveras pour la dernière fois. Bizarrement, cette réalisation te rend sûrement nostalgique de ces événements désagréables, et leur donne une toute autre saveur. Alors quotidiennement, autant de fois que tu le peux, réalise l'inestimable valeur de chaque instant, de chacune de tes discussions, de chacun des tics de tes collègues, de chacune de tes disputes, de chaque rire et de chaque tâche, car un jour, tu les vivras pour la dernière fois. Prends conscience de la finitude de chaque expérience. Tout ce que tu fais, tu ne le feras qu'un nombre limité de fois. Et pourtant, même les instants les plus précieux passent souvent inaperçus. On se contente d'avancer à toute vitesse, dans l'impatience d'atteindre la prochaine grande expérience. Tu as sûrement déjà vu l'affiche qui rassemble chacune de tes semaines de vie dans un tableau de 90 lignes, où chaque ligne est une année de ta vie et chaque case une semaine de ta vie. Regarder ce tableau entraîne immédiatement une première réalisation. Ta vie est incroyablement courte. Toute ton existence tient sur une seule feuille de papier, et tu peux poser le doigt sur chacune des semaines qui la composent. Cette affiche brise l'illusion d'un temps infini devant nous. Il nous confronte à une réalité brutale. Chaque semaine représente une part significative de ta vie, une part suffisamment grande pour que tu puisses la regarder et poser ton doigt dessus. Et cette première prise de conscience s'accompagne très vite d'une seconde réalisation. En réalité, tu ne sais pas combien d'années, ni même de semaines il te reste à vivre, et encore moins combien seront vécues en bonne santé. Peu de gens vivent jusqu'à 90 ans, et encore moins le font en bonne santé. Ton calendrier peut prendre fin à chaque case, et c'est difficile de décrire le sentiment d'urgence, de gratitude et de terreur qui suit cette réalisation. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sentiment permet de redéfinir nos priorités. Il permet de couper au travers du bruit et de se rendre compte de la valeur de chaque moment. Alors la prochaine fois que tu t'ennuies, que tu fais une tâche qui t'agace ou que tu es avec des amis en train de prendre un verre, prends quelques secondes pour te rappeler que c'est peut-être la dernière fois que tu fais cela et laisse cette réalisation colorer l'instant présent. L'un des enseignements du Bouddha est que tout ce qui a la nature de survenir a la nature de cesser. Chacune de tes actions, de tes pensées, de tes émotions, de tes joies, de tes souffrances, de tes peines et de tes plaisirs sont vouées à disparaître par nature. Quelque chose apparaît à n'importe quel moment dans le temps, il est voué à disparaître du fait même de sa venue à l'existence. C'est une vérité profonde sur la nature de notre univers, et cela permet de mettre en lumière la vraie sagesse derrière une pratique de méditation.
Le but n'est pas d'atteindre un certain état, ni de vivre une expérience particulière, aussi agréable ou profonde soit-elle, car chaque état, aussi plaisant, apaisant ou extraordinaire soit-il, n'a aucune importance, puisqu'il est voué à disparaître. Le vrai but est alors simplement de reconnaître cette impermanence, d'incorporer pleinement cette leçon et de réaliser à chaque moment que s'agripper à une expérience est impossible. Et cela a une implication particulièrement importante, qui est certainement la source d'une grande partie, si ce n'est de la totalité de ta souffrance et de ta misère. Et pour te montrer cela, j'aimerais que tu fermes les yeux et laisse ton attention se poser. Sans effort, observe les pensées qui traversent ton esprit. Ne t'y attache pas et ne les repousse pas non plus. Regarde-les simplement apparaître, puis disparaître. Tu as maintenant expérimenté par toi-même l'impermanence de tes pensées. Mais il y a encore une chose à laquelle tu t'accroches et que tu traînes en permanence d'un moment à l'autre, quelque chose que tu prends pour une réalité immuable, quelque chose qu'ironiquement, tu considères comme le seul élément stable dans cette rivière d'expérience. Je parle de ton sentiment de toi, cette impression qu'il y a un sujet derrière chaque expérience qu'il la voit, qu'il la ressent et qu'il la vit. Cette impression d'une présence permanente derrière l'expérience, qui la traverse inchangée. Cet observateur permanent qui observe le monde défiler derrière une fenêtre, à l'abri de ce changement. Une impression qui semble ne jamais s'effacer, ne jamais disparaître, que chacun d'entre nous prenons pour acquis. Ce sentiment de soi, ce sentiment qu'il y a un sujet auquel les expériences arrivent, qu'il y a un observateur derrière ce que l'on voit. L'impression d'un sujet situé dans la tête, derrière les yeux, qui est différent du corps et du monde extérieur. C'est de ce sujet dont on parle lorsque l'on dit que l'on aimerait changer de corps avec quelqu'un, cette âme qui habite notre corps. Bien que maintenant, la plupart d'entre nous ne pensons plus qu'il y a une âme dans notre corps, nous agissons et percevons toujours dans un cadre dualiste. Comme l'a fameusement dit Descartes, je pense, donc je suis. Mais qui est le sujet qui pense? Où est-ce qu'il se trouve? Pour répondre à cette question, je t'invite à fermer les yeux quelques secondes et à de nouveau te concentrer sur tes pensées sans t'y attacher. Observe-les simplement apparaître et disparaître. Essaie de voir le moment où elles apparaissent sur le champ de la conscience. Et remarque qu'elles sont apparues avant que tu aies connaissance de ce qui allait apparaître. Remarque qu'elles sortent du vide, du noir, et que tu les reconnais et t'identifies avec une fois qu'elles sont apparues. Mais alors qui pense ces pensées? D'où viennent-elles? Qui en est l'auteur? Reconnais pleinement l'absence de réponse à cette question. Apprécie pleinement ce vide, d'où émergent les pensées, et réalise que ce n'est pas toi, qu'elles ne sont pas plus toi ou à toi que le nuage dans le ciel que tu vois les yeux ouverts, ou que cette brise de vent qui effleure ton visage. Ce sentiment de toi est donc une illusion construite par ton cerveau, une perception supplémentaire qui, à son tour, peut disparaître lorsque tu l'examines avec ta pleine attention. Et c'est précisément cette illusion d'un sujet qui réclame toutes les pensées comme les siennes, qui cause la majorité, si ce n'est la totalité, de ta souffrance. Et c'est la promesse qu'offre la méditation. Laisser tomber ce sentiment de soi permet de se libérer de toutes les inquiétudes, les peurs, les espoirs et les souffrances qui étaient implicitement liées à celui-ci. Et nous faisons tous cette expérience quotidiennement lorsque nous entrons en état de flow, où nous perdons toute conception de nous-mêmes. C'est dans cet état, pleinement présent, que nous trouvons du sens. Mais tu peux faire une autre expérience rapide qui va te permettre de faire disparaître momentanément cette illusion d'un sujet qui est le centre de ta conscience et qui est situé dans ta tête, derrière tes yeux. Cette expérience a été popularisée dans l'Ouest par Douglas Edison Harding avec son livre Vivre sans tête. Pour ça, je t'invite à simplement ouvrir les yeux. Regarde droit devant toi, sans fixer quoi que ce soit. Laisse ta vue s'élargir. Englobe l'ensemble de ton champ visuel sans t'accrocher à aucun détail. Maintenant, sans bouger les yeux, sans chercher un point précis, regarde où est ta tête. Essaie de la trouver. Pour t'aider, porte ton attention vers les bords de ta vision. Peut-être sens-tu l'air effleurer ton visage, et visuellement, regarde bien. Où est ta tête? Et réalise qu'elle n'existe pas, que tu n'as pas de tête, qu'il y a juste le champ de la conscience avec les perceptions du monde et tes pensées dessus. Tu n'es pas un sujet emprisonné derrière deux fenêtres, tu es le monde. Tu es l'ensemble des perceptions qui apparaissent et disparaissent sur le champ de ta conscience. Et tout sentiment ou perception d'un objet stable sur ce champ est une illusion. Tu peux apprendre à faire disparaître ce sentiment de soi
à force de méditation et d'examen précis à la recherche de ce sujet. Tu remarqueras son absence libératrice et petit à petit, cela deviendra de plus en plus facile de t'en détacher. Et rien ne t'empêche d'avoir cette expérience maintenant, de pleinement réaliser la nature de ton existence. Regarde pour le penseur des pensées, regarde pour celui qui regarde, et réalise pleinement son absence. Un autre moyen de faire disparaître momentanément cette illusion est la prise de fortes doses de psychédéliques, comme la psilocybine, le LSD, l'ayahuasca ou la DMT. Personnellement, je n'ai pas encore vécu une pleine libération de ce sentiment de soi. Pour autant, j'ai été convaincu par les écrits, les témoignages et les expériences d'imagerie cérébrale que ce sentiment est une illusion, une perception supplémentaire créée par le cerveau. Mais il y a aussi une autre vue, une vue qui est compatible avec ces données, telle que le sentiment de soi est un processus, un verbe plutôt qu'un nom. Dans les deux cas, l'impression de soi comme un état fixe traverse le temps, est erronée et illusoire. Mais le soi peut être vu comme un processus, comme quelque chose qui change à chaque moment, comme une perception normale qui évolue au fur et à mesure de l'expérience. Prends quelques secondes pour considérer comment tu te sens différent en fonction du rôle ou du contexte dans lequel tu te trouves. Comment tu te sens comme un parent ou comme un enfant? Comment tu te sens comme un employé ou comme un étudiant? Comment ta perception de toi comme un ami change-t-elle en fonction d'avec qui tu es? Remarque à quel point ton sentiment de toi à chaque moment est lié et dépend du contexte dans lequel tu te trouves, et comment celui-ci peut changer radicalement en fonction du contexte. Dans certaines circonstances, tu as à ta disposition une certaine gamme d'expériences, et dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes, tu as une toute autre gamme de façons d'être à ta disposition. Ton sens de l'humour peut être présent ou absent selon la personne que tu as en face de toi. Ta confiance en toi peut s'évaporer d'une situation à l'autre. Remarque comment certains comportements, certaines facettes de ta personnalité sont naturellement manifestées dans un contexte et totalement inaccessibles dans un autre. Constamment, ton sentiment de toi et la gamme d'expériences qui le reflètent évoluent avec le contexte dans lequel tu te trouves. Et ce n'est pas un problème, encore moins pathologique. Le contraire le serait sûrement plus d'ailleurs. Tu agissais exactement pareil, peu importe le contexte et la personne que tu avais en face de toi. Ce que tu veux, c'est être capable d'incarner le bon toi au bon moment. Ce concept de toi est différent de celui que tu as intuitivement, différent d'un soi fixe qui traverse le temps et les situations. Tu es un processus, un système, composé de multiples éléments qui changent en fonction du contexte dans lequel tu te trouves. Tu es comme une vague sur l'océan. Tu peux différencier le toi de maintenant avec tes amis, du toi avec ta famille ou au boulot, de la même manière que tu peux reconnaître que cette vague est différente de celle-ci. Et pour autant, comme la vague, tu n'es pas composé par un ensemble d'éléments fixes. Chacun des éléments qui te composent change à chaque instant. Et tout comme il est difficile de dire lorsqu'une vague émerge et disparaît, il est tout autant difficile de pointer un moment précis où ton self a émergé et où il disparaît. Et donc de la même manière qu'une vague n'a pas une existence indépendamment de l'océan dans lequel elle se trouve, ta perception de toi, ton self, n'a pas d'existence indépendante des perceptions et des phénomènes qui le construisent. Et ces phénomènes, ces perceptions, sont de par leur nature changeants. Ainsi ton self est par nature changeant aussi. Et lorsque tu regardes de plus près, que tu fais gaffe à chaque instant de ton expérience, tu peux remarquer les narratifs et les croyances qui influencent ta perception du monde et de toi-même, les narratifs au travers desquels tu te définis et deviens à même de prendre pleinement conscience que ceux-ci ne sont pas toi, qu'ils ne te définissent pas, que tu peux rompre l'identification avec ceux-ci, ne serait-ce que pour un instant. Toutes les apparences sur le champ de ta conscience, auxquelles tu t'identifies, toutes les expériences subjectives que tu considères comme étant toi, ou étant vécues par toi, le sentiment qu'il y a un sujet qui vit le contenu de ta conscience est juste une perception supplémentaire, une apparence supplémentaire sur le champ de ta conscience. Tes souvenirs, tes émotions, tes pensées et tes comportements sont le résultat de processus qui ont lieu dans ton système nerveux. La plupart d'entre eux peuvent être interrompus, voire disparaître complètement si l'on modifie l'état de ton cerveau, que ce soit avec des drogues, en inhibant certaines zones avec une impulsion électromagnétique ou en endommageant celui-ci. Ainsi, le sens même que tu es un sujet unifié et immuable qui traverserait les expériences est une illusion. Ce sens d'être un sujet derrière l'expérience est une apparence transitoire en plus, parmi les autres apparences qui émergent et disparaissent sur le champ de ta conscience à chaque instant. Et ce sentiment disparaîtra si tu l'inspectes avec toute ton attention, si tu retournes ton attention sur elle-même. Imagine que tu sois dans un supermarché
et la personne à côté de toi dans le rayon s'exclame en saisissant un paquet de lessive. Les voilà. Puis, qu'est-ce que je dois prendre encore? Et merde, j'ai encore oublié d'aller récupérer Mathilde à l'école. Espèce d'idiot, t'es incapable de te rappeler quoi que ce soit. À quoi pensais-tu? Qu'est-ce que tu faisais de si important au lieu d'aller chercher ta fille? C'est encore sa mère qui va avoir raison. On peut pas te faire confiance. Et c'est pour ça qu'elle va partir. Et tu comptes faire quoi une fois qu'elle sera partie? Tu dévisagerais cette personne et changerais vite de rayon en te demandant ce qui peut bien clocher chez lui. Et pourtant, tu entretiens constamment ce genre de dialogue avec toi-même, dans l'intimité de ta pensée. Ce que tu serais prêt à qualifier de folie est exactement le même processus que tu exécutes à chaque instant. Imaginons que tu aies perdu tes clés. Tu te mets à penser: où est-ce que j'ai bien pu les mettre? Je vais encore être en retard au resto. Et elle est toujours à l'heure. Puis en les apercevant sur la table, ah, les voilà. Et enfin, pour les attraper, tu te dis: bon, finalement, je vais être à l'heure. Peut-être que je suis pas si stupide après tout. Mais qui avait besoin d'être informé de tout ça? À qui parlais-tu quand tu t'es demandé où elles étaient? Et qui as-tu averti en t'exclamant: ah, les voilà? Cette conversation avec toi-même semble à la fois bizarre et inutile. Après tout, qui avait besoin d'être informé que les clés étaient sur la table, une fois que tu as vu qu'elles étaient sur la table? Pourquoi a-t-on besoin de créer ce dialogue, cette relation avec nous-mêmes, au lieu de simplement vivre comme nous-mêmes? Pourquoi est-ce que tu devrais te tenir compagnie à toi-même? Ces dialogues sont la preuve que nous avons plusieurs concepts de nous-mêmes, plusieurs soi qui agissent et pensent différemment, et la reconnaissance de ce phénomène, chez soi et chez les autres, ouvre la porte au pardon. Lorsqu'un ami réagit mal, que ton partenaire s'énerve et dépasse les bornes, lorsque quelqu'un est jaloux ou envieux, réalise que ce n'est pas leur personne entière qui est comme ça, que c'est seulement un de leurs multiples selfs qui s'est manifesté. Et bien que les comportements doivent être réprimandés, couper la relation avec eux pour cela commence à perdre du sens. Le pardon devient plus facile lorsque l'on réalise qu'ils ont toute une série de selfs pleins de qualités que l'on aura la chance de rencontrer un jour. Alors considère les autres et toi-même comme un processus, comme un verbe et pas un nom. Et lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, rappelle-toi la nature changeante de leur personnalité. Comme le dit Samaris, il nous est possible de reconnaître la nature des pensées, de nous éveiller du rêve d'être nous-mêmes, et ce faisant, de mieux contribuer au bien-être des autres. J'aimerais aussi finir en ajoutant que ce sentiment de soi est une source profonde de souffrance. Cliniquement, dans le test de la personnalité Néopire, évaluant le Big Five, la conscience de soi est un des items pour déterminer le névrotisme, c'est-à-dire la disposition aux émotions négatives. Ainsi, être conscient de soi est identique au fait d'être misérable. Comme l'a dit le poète perse Hafez, la connaissance de soi est toujours une mauvaise vérité. Ainsi, apprendre à se détacher de ce sentiment de soi permet de réduire drastiquement, voire de faire disparaître la souffrance. Cette habitude de réclamer toute expérience comme sienne est l'un de nos plus grands drames. Comme l'a dit le physicien David Bohm, le soi est considéré comme quelque chose de suprêmement important, et tout ce dont il a besoin est considéré comme absolument nécessaire. Il a donc la priorité absolue et repousse tout à l'extérieur, y compris même l'exigence que les pensées soient correctes et vraies. On commence alors à se tromper soi-même. Ce conditionnement destructeur autour de la pensée égocentrique est un avertissement à l'absurdité, à la destruction, au malheur, à la tristesse, et aucune autre forme de liberté ne signifie quoi que ce soit, à moins que nous ne soyons libérés de cela. Dans les philosophies bouddhistes, la peur et l'espoir sont généralement représentés comme les deux faces d'une même pièce. L'espoir d'atteindre un but implique nécessairement la peur de rater celui-ci. Ainsi, pour les bouddhistes, l'espoir est à éviter car il entraîne nécessairement de la souffrance. Et ce point-là peut sembler en contradiction avec le premier épisode que j'ai fait, dans lequel je détaillais les bénéfices psychologiques et physiologiques qu'apporte le développement d'une vision claire et détaillée de notre futur. Or, le développement d'une vision implique le développement d'objectifs, et donc l'espoir d'atteindre ces objectifs, ainsi que la peur de les rater. J'avais d'ailleurs proposé de se servir de cette peur, comme fuel, pour nous pousser à changer et à évoluer. Et ici, j'aimerais proposer une lecture différente, afin de voir comment nous pourrions profiter à la fois des bénéfices d'une vision, qui revient à porter son attention sur le futur, et d'une pratique méditative, qui revient à s'entraîner à porter notre attention sur le présent. Ces deux pratiques semblent antithétiques par nature, mais en réalité, elles peuvent se compléter. En effet, très peu de choses positives dans la vie semblent découler du simple fait d'accepter pleinement le moment présent et de s'y installer sans projection. Si tu veux obtenir un diplôme, tu dois être motivé à aller en cours et donc implicitement avoir un pied dans le futur. Il en va de même pour toute forme de progression, qu'elle soit artistique, sportive, professionnelle ou même méditative.
C'est d'ailleurs un paradoxe souvent ignoré. On ne commence pas à méditer sans l'idée, même vague, que quelque chose dans notre expérience quotidienne mérite d'être transformé. Comme l'a dit Larry Rosenberg, voici le paradoxe le plus profond de la méditation. Nous voulons arriver quelque part, sinon nous ne nous serions pas engagés dans cette pratique, mais la manière d'y parvenir est simplement d'être pleinement présent, ici et maintenant. Et comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, poursuivre n'importe quelle pulsion dans le moment présent n'entraîne que des regrets pour le temps perdu et n'est pas un chemin vers le bonheur. Et pourtant c'est vrai que la méditation nécessite une acceptation totale du moment présent, peu importe sa nature. Alors comment résoudre ce paradoxe? Eh bien, tu peux prendre conscience dans le moment présent des choses que tu dois faire pour atteindre certains objectifs et les exécuter en étant pleinement dans le moment présent. Je t'encourage donc à construire une vision élaborée de ce que tu aimerais être et dans un second temps, une fois l'objectif et les actions pour s'y rendre établis, de te concentrer pleinement et uniquement sur le moment présent. Une fois le but établi, tu n'as plus besoin de rester bloqué dans le futur, à anticiper les différentes possibilités avec inquiétude. Tu peux juste vivre dans le moment présent. De ce fait, tu auras la possibilité de créer le futur que tu veux voir apparaître et de profiter pleinement de sa réalisation à chaque instant. Un exemple que donne Samaris est que si tu es blessé et que tu souffres, le chemin vers la sérénité peut être traversé en un seul pas. Je cite, accepte la douleur lorsqu'elle apparaît, tout en faisant ce qui est nécessaire pour aider ton corps à guérir. De même, si tu es anxieux, ressens pleinement ces sensations afin qu'elles deviennent un pattern d'énergie dénué de sens. Néanmoins, Samaris pointe une différence cruciale entre le fait d'accepter les sensations et émotions déplaisantes comme une stratégie, tout en espérant qu'elles vont disparaître, et réellement les accepter comme des apparences transitoires sur le champ de la conscience. Et donc tu as raison de vouloir changer, de vouloir devenir quelqu'un de différent de celui que tu as été, mais ne te réfugie pas dans le futur, concentre-toi pleinement sur le moment présent, en même temps que tu te bats pour changer. La plupart d'entre nous avons une vision erronée du bonheur. Nous croyons qu'il réside dans l'enchaînement d'expériences positives. Nous aspirons à une vie faite de rire, de joie, d'excitation, de nouveautés, comme si le bonheur existait uniquement dans la somme de sensations intenses et agréables. Mais psychologiquement, un tel objectif est illusoire. Ce qui est réellement atteignable, c'est un sentiment profond de bien-être, indépendant des fluctuations de l'expérience. Un esprit apaisé, de moins en moins perturbé par l'apparition inévitable d'émotions négatives et la disparition des émotions positives. Le but n'est pas de se retirer de la vie, de couper toute expérience positive ou négative, mais d'être capable de maîtriser son esprit de telle sorte que, lorsque des événements négatifs surviennent, car ils surviendront inévitablement, nous soyons en mesure de les voir comme une opportunité d'approfondir notre engagement envers le moment présent et d'éviter une souffrance inutile. Si nous pouvions lire les journaux intimes de nos ancêtres, nous découvririons qu'ils étaient tout aussi heureux que nous, voire davantage. Et cela, malgré l'absence du confort que nous prenons aujourd'hui comme acquis. Ce phénomène d'adaptation hédonique désigne notre tendance à nous habituer à notre niveau d'expérience. Et ce, quelle que soit la taille de ta maison, la marque de ta voiture ou même la qualité de ton mariage. Ton système hédonique se recalibre continuellement. Ta baseline s'élève au point que ce que tu adorais hier devient banal aujourd'hui. Nous avons accès à des choses qui dépassent les rêves les plus fous de nos ancêtres, l'eau courante, la variété alimentaire, l'électricité, les téléphones portables, Internet. Et pourtant, nous les utilisons chaque jour, sans même remarquer la chance que nous avons, alors même que nous vivons dans ce qui aurait été un paradis sur Terre pour nos ancêtres et pour une grande partie de l'humanité, aujourd'hui encore. Et si on venait à nous les retirer, nous serions misérables. Et c'est là tout le piège. Le bonheur que procure chaque expérience s'atténue à mesure qu'elle se répète, tandis que la souffrance liée à sa perte grandit à mesure que l'on s'y attache. Bien trop souvent, cette insatisfaction chronique, ce désir d'avoir toujours plus, n'est d'une comparaison constante aux autres, qu'il s'agisse de nos proches ou d'inconnus. Aujourd'hui plus que jamais avec les réseaux sociaux, nous sommes bombardés d'images de vie en apparence parfaite, nous passons notre temps à mesurer nos succès à l'aune de ceux des autres, et dans un monde où il y aura toujours quelqu'un de plus accompli, de plus riche ou de plus reconnu que nous, cette comparaison devient une source permanente et inutile de souffrance. Nous laissons en permanence les autres définir notre seuil de bonheur, définir les conditions que nous devrons ensuite remplir pour espérer être heureux. Et pour finir cet épisode, j'aimerais que l'on aborde la fondation principale du bonheur, ton attention.
La vérité est que ton attention est ce qui détermine ton bonheur. Tu ne peux pas être plus heureux que ton attention. La preuve en est que tu peux être profondément misérable dans une bonne relation, avec plus d'argent qu'il ne t'en faut, et en étant en parfaite santé physique. Mais si tu es perdu dans tes pensées, alors peu importe la réalité qui t'entoure, ton malheur sera proportionnel à l'attention que tu leur portes. Nous passons notre vie à réfléchir comment atteindre le bonheur, alors qu'il est déjà à portée de main à chaque instant. Comme l'écrit le poète Soufi Hafez, depuis que le bonheur a entendu ton nom, il court à travers les rues pour essayer de te retrouver. Et tu peux entraîner ton attention à aller vers des états de gratitude et d'amour. Et pratiquer des méditations méta est une façon parmi d'autres de développer ta gratitude. Mais il existe aussi d'autres façons de faire émerger ce sentiment, comme la réalisation et l'acceptation de la finitude de chaque expérience, ou encore une pratique toute simple qui consiste à te remémorer les événements de ta journée en exprimant ta gratitude pour ceci. Comme le dit David White dans un poème, la gratitude est la compréhension fondamentale du fait que des millions de choses doivent s'assembler, vivre, s'imbriquer et respirer ensemble pour que nous puissions prendre ne serait-ce qu'une bouffée d'air supplémentaire. Et comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, certaines personnes réussissent à être profondément heureuses dans des conditions qui rendraient la plupart des gens misérables. Viktor Frankl est un exemple parfait de la capacité de l'homme à trouver du sens même dans la pire des souffrances. On peut aussi penser aux moines bouddhistes qui passent des années à méditer dans des grottes et qui trouvent une sérénité, une paix d'esprit dans cette pratique, alors que pour la majorité des gens, une telle expérience les rendrait fous. Et cette différence émerge simplement d'une incapacité à utiliser proprement son attention. Alors entraîne ton attention afin de tirer le maximum de chaque moment, d'être capable de rester heureux et sain dans toutes les conditions. Ton bonheur passe par de bonnes relations avec les autres, par un travail qui fait sens, par des activités plaisantes avec les gens que tu aimes et par un sens d'appartenance. Mais tout cela repose sur ton attention, repose sur le fait que tu es capable de rompre l'identification à tes pensées, que tu es capable de revenir pleinement au moment présent. Comme l'a dit Bouddha, l'esprit est difficile à maîtriser et instable, il court où il veut, il est bon de le dominer, l'esprit dompté assure le bonheur. S'initier à la méditation, c'est se donner et donner aux autres le plus précieux des présents. Et rappelle-toi ces mots de Saint Maurice, quoi que nous cherchions à accomplir dans la vie, nous découvrons que nous ne pouvons jamais vraiment devenir heureux, nous ne pouvons qu'être heureux.